Mort pour la France, 13 soldats français ont été tués ce lundi 25 novembre dans un accident entre deux hélicoptères lors d'une mission de combat contre des djihadistes au Mali. Ces 13 décès lors d'une seule opération représentent le plus lourd tribut depuis l'attentat du Drakkar à Beyrouth au Liban en 1983 qui avait coûté la mort à 58 parachutistes français. Un nouvel attentat meurtrier à Londres, un homme a été abattu par la police après avoir attaqué au couteau des passants ce vendredi en début d'après-midi sur le London Bridge, faisant 2 morts et 3 blessés. 2 jours après, nous ferons le point sur les questions autour de cette attaque et sur les éléments à notre disposition pour y répondre. Enfin, nous vous ferons part du scandale qui éclabousse depuis quelques jours l'université de Paris-Descartes. Cette prestigieuse fac de médecine se retrouve dans la tourmente. Le ministère de l'Enseignement supérieur a en effet décidé de fermer le centre de don des corps de l'université. Et pour cause, des dépouilles léguées à la science y auraient été conservées dans des conditions indignes. Enquête dans ce journal. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal pour 30 minutes d'actualité. Le bilan le plus lourd en opération militaire extérieure depuis 1983. 13 soldats français sont morts lundi soir au Mali dans un accident entre 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée mardi. S'ils n'ont pas été tués directement au combat par des terroristes, ces militaires sont décédés dans le cadre d'une opération menée en dehors des frontières de la France. Au Mali, il s'agit de l'opération Barkhane qui est en cours depuis 2014. Le 23 octobre 1983, 58 parachutistes français avaient été tués lors d'un attentat dans leur immeuble Drakkar à Beyrouth. Le Liban est d'ailleurs le pays étranger où le plus de soldats français sont morts en opération extérieure depuis 1963, avec 141 tués sur un total de 562. Au Mali, le nombre de soldats morts grimpe fortement à la suite du drame de lundi, passant de 23 à 36. Le pays africain reste en 5e position derrière le Liban, le Tchad, l'Afghanistan et l'ex-Yougoslavie. Ce drame impliquant la mort de 13 militaires français dans un accident entre 2 hélicoptères a été revendiqué par le groupe terroriste Daesh. Il a affirmé ce jeudi 28 novembre être l'auteur de la collision entre les 2 appareils, en forçant l'un d'entre eux à battre en retraite après une embuscade. Les 2 hélicoptères militaires français se sont heurtés l'un à l'autre lundi soir durant une opération de combat de nuit contre des djihadistes dans le sud du Mali, en guerre contre les extrémistes. Les 13 militaires qui ont perdu la vie lors d'une mission de combat contre les djihadistes dans le nord-est du Mali provenaient de différents régiments engagés dans l'opération Barkhane, le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, le 4e régiment de chasseurs de Gap, le 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars et le 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. Depuis janvier 2013, 41 militaires français sont morts dans le cadre des opérations Serval et Barkhane contre le terrorisme au Sahel. Et un hommage national aux 13 soldats décédés sera rendu aux Invalides ce lundi 2 décembre. Cérémonie à suivre en direct sur les chaînes de France Télévisions à 15 h. C'est dans le cadre de l'opération militaire Barkhane que ces 13 soldats français ont perdu la vie dans la collision de leurs hélicoptères au Mali, on le disait. Mais qu'est-ce que cette opération dans laquelle la France est engagée? Question-réponse grâce à cette enquête signée Claire Tervé, journaliste au Youth Post. Quand est née Barkhane? L'opération Barkhane fait suite à une première opération militaire lancée en 2013. Le 11 janvier 2013, la France lance Serval avec 1700 soldats, des avions et des hélicoptères pour arrêter la progression de colonnes djihadistes qui contrôlent le nord du Mali et soutenir les troupes maliennes face à la menace d'une offensive vers Bamako. En 3 mois, Serval menait tambour battant mais en déroute les groupes armés. En août 2014, Serval est remplacé par l'opération Barkhane, étendue à l'ensemble de la bande sahélo-saharienne, une zone vaste comme l'Europe. Barkhane est le nom d'une dune prenant la forme d'un croissant sous l'effet du vent. Quel est son but? À la suite de l'opération Serval, Barkhane a été créé pour appuyer les pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, engagés dans la lutte contre des groupes islamistes affiliés au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. L'objectif de la France, éviter que des poches djihadistes puissent se structurer et, le cas échéant, projeter des actions terroristes contre la France ou contre ses ressortissants habitant dans ces pays. Tous les experts s'accordent à dire que la présence militaire française dans la région va durer des années. Toutefois, pour la première fois depuis le déclenchement de l'opération Serval par François Hollande, la question d'un retrait des troupes est désormais évoquée dans la classe politique.
Quels sont les moyens déployés? Barkhane est actuellement la plus importante opération extérieure de l'armée française, avec environ 4500 militaires déployés. Depuis le 26 juillet 2019, ils sont placés sous le commandement du général de division Pascal Facon, qui opère depuis un poste de commandement interarmé stationné à N'Djamena au Tchad. Ce dispositif s'articule autour de 3 points d'appui permanents, Gao au Mali, Niamey au Niger et N'Djamena. Pour pouvoir agir dans les zones les plus reculées, aux côtés des armées partenaires, des détachements sont également déployés sur des plateformes, des aires relais ou sur des bases avancées temporaires. Enfin, quelles sont les pertes françaises? Cet accident d'hélicoptère lundi soir porte à 41 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval, selon un décompte effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major. 14 soldats sont tombés ce mois de novembre 2019. Le brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, dans l'explosion d'un engin explosif le 2 novembre et les 13 soldats tués ce 25 novembre. La situation sécuritaire est évidemment difficile, a récemment admis au cours d'une visite au Sahel la ministre des Armées Florence Parly, mais le combat contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Nous sommes armés de patience, de volonté et d'idées nouvelles, a-t-elle assuré. À Londres, une attaque au couteau survenue vendredi a fait 2 morts. Les jeunes victimes étaient engagées dans un programme pour la réhabilitation des prisonniers et ont toutes deux été poignardées à mort par un ex-prisonnier condamné pour terrorisme. Qui sont ces 2 victimes? On fait le point sur l'enquête. Ils œuvraient au rapprochement des mondes académiques et carcéral à l'université de Cambridge. Jack Merritt, 25 ans, et Saskia Jones, 23 ans. Ils ont tous deux été poignardés à mort par un ex-prisonnier condamné pour terrorisme vendredi lors de l'attentat de Londres. Les 2 victimes étaient diplômées de l'université. Elles participaient à un programme de formation de son institut de criminologie, mettant en relation étudiants et prisonniers en vue notamment de la réhabilitation de ces derniers. Jack Merritt, tout d'abord, croyait à la rédemption et à la réhabilitation. Originaire de Cottenham, près de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, Jack vivait selon ses principes. Il croyait à la rédemption, à la réhabilitation, pas à la vengeance, et il prenait toujours parti pour les plus faibles. Jack ne voudrait pas que cet événement terrible et isolé soit utilisé comme prétexte par le gouvernement pour introduire des peines encore plus draconiennes pour les prisonniers ou pour maintenir en prison des gens plus longtemps que nécessaire, a commenté sa famille. Une allusion aux annonces du Premier ministre Boris Johnson, accusé de politiser le drame en promettant des peines planchées et l'abolition des libérations anticipées pour les infractions terroristes en pleine campagne pour les législatives du 12 décembre. Selon sa famille, Jack Merritt était impatient de bâtir un avenir avec sa petite amie et de faire carrière en aidant les personnes dans le système pénal. Saskia Jones, quant à elle, voulait se spécialiser dans le soutien aux victimes. Ex-étudiante de Cambridge, animée par une soif de savoir formidable, elle avait récemment posé une candidature pour rejoindre la police. Elle avait un sens formidable de l'amusement espiègle et elle était généreuse au point de toujours vouloir voir le meilleur chez les gens, ont ajouté ses proches. Originaire de Stanford-upon-Avon. Selon l'université de Cambridge, un membre de son personnel figure également parmi les 3 personnes blessées dans l'attaque au couteau. Il participe à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers organisée pour célébrer le 5e anniversaire de Learning Together dans un bâtiment situé à 2 pas du London Bridge. Une veillée a été organisée à Cambridge samedi au moment où les hommages à Jack Merritt se multipliaient sur Twitter, le décrivant comme une personne engagée, intelligente et généreuse. Repose en paix, frère, a écrit le rappeur Dave, dont l'album Psychodrama, récompensé par le prestigieux Mercury Prize, a été inspiré par la réhabilitation dont a bénéficié son frère emprisonné à vie pour meurtre. Jack Merritt était le meilleur des gars, il a dédié sa vie à aider les autres. Ce fut vraiment un honneur d'avoir rencontré quelqu'un comme toi. Fin de citation. Au Moyen-Orient, nous vous parlions la semaine dernière de la situation économique et sociale très tendue en Iran. Le pays voisin, l'Irak, est lui aussi enlisé dans une crise durable depuis des mois. Les politiciens négocient en ce moment même la formation d'un nouveau gouvernement après l'annonce de la démission du Premier ministre, alors que des manifestations contre le pouvoir se poursuivent pour réclamer la mise à bas de l'ensemble du système actuel. La guerre civile qui ébranle le pays a fait 420 morts et 15 000 blessés en 2 semaines. Reportage sur place.
Avant même que le Parlement n'accepte formellement dimanche la démission du Premier ministre Adel Abdelmandi et de son cabinet, les partis politiques avaient commencé à se réunir. Avec le Parlement le plus hétéroclite de l'histoire récente de l'Irak, la formation d'un cabinet sera, comme il y a 13 mois, à la prise de fonction de M. Abdelmadi, un délicat exercice d'équilibriste. Mais cette fois-ci, il faudra même convaincre encore davantage de partis. L'Iran tout d'abord, grand voisin dont l'influence n'a cessé de croître dans le pays et qui ne cédera pas facilement, selon Harit Hassan, spécialiste de l'Irak. Le grand ayatollah Ali Sistani, aussi une figure tutélaire qui a précipité la chute de M. Abdelmadi. La communauté internationale, en outre, qui dénonce la répression et l'absence de réformes face à des manifestations déjà endeuillées par plus de 400 morts. Au bout de 2 mois de ce mouvement social spontané et inédit, les manifestations l'emportent sur les interférences étrangères. Les exigences de la rue, à la détermination intacte, n'ont cessé de grandir au fil des semaines. Les protestataires, qui occupent toujours les places de Bagdad et du Sud, réclament aujourd'hui rien de moins qu'une refonte complète du système politique installé par les États-Unis après la chute de Saddam Hussein en 2003. Ils veulent le renouvellement complet d'une classe politique qui a déjà fait s'envoler dans les vapeurs de la corruption l'équivalent de 2 fois le PIB de l'un des pays les plus riches en pétrole au monde. Ils disent déjà refuser les listes de noms de ministres ayant fuité des cercles politiques. Le meilleur scénario serait un gouvernement de transition instaurant un nouveau cadre législatif pour les prochaines élections. L'homme à sa tête n'aura pas besoin d'être un vétéran de la politique, mais quelqu'un qui peut mener cette tâche et sûrement promettre de ne pas se présenter à ce scrutin. Un haut responsable sous couvert de l'anonymat va dans le même sens. La transition ne doit pas durer plus de 6 mois, dit-il, et celui qui l'amènera sera un second ou un troisième couteau de la politique, car les grands noms sont tous rejetés, mais pas un novice, prévient-il. Dans la rue, les manifestants sont toujours là, à Bagdad, Diwania, Alila, Kout ou Najaf, ville sainte chiite en proie aux violences depuis l'incendie de son consulat iranien mercredi soir. À quelques centaines de mètres du campement des manifestants, les affrontements se sont poursuivis dimanche jusque tard dans la nuit aux abords du mausolée d'une figure tutélaire d'un parti chiite, d'où des hommes en civil ont tiré sur les manifestants qui avaient incendié une partie du bâtiment. Les chefs tribaux ont tenté d'intercéder pendant le calme précaire de la matinée. Ils se sont réunis mais ne sont pas parvenus à s'entendre sur une sortie de crise. En Albanie, le bilan du séisme qui a frappé cette semaine le pays est passé à 51 morts et les opérations de sauvetage sont terminées, a annoncé ce samedi le Premier ministre Edi Rama en remerciant les équipes de secours venues de l'étranger et notamment de France. En ce qui concerne les blessés, selon le ministère de la Défense, environ 900 personnes ont été soignées et 41 d'entre elles sont toujours hospitalisées. Le séisme qui a frappé mardi à l'aube était de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter, le plus puissant depuis près d'un siècle dans ce petit pays des Balkans. Les villes de Durrës, localité touristique de 400 000 habitants sur la côte adriatique, et Touman, au nord de Tirana, ont été durement frappées. Dans la capitale, aucun mort n'est à déplorer, mais le séisme a fortement endommagé près de 70 immeubles et 250 maisons. Le Premier ministre avait auparavant promis de nouveaux logements pour chaque famille sinistrée d'ici 2020. Les funérailles de 8 membres d'une même famille, dont 4 enfants qui ont péri à Durrës, se sont déroulées hier. Seul un membre de la famille a survécu à l'effondrement du bâtiment de 4 étages où elle vivait. Grièvement blessé, le jeune homme âgé de 19 ans a été transporté par avion en Italie pour des soins, de même que 2 autres blessés. L'Albanie, pays de 2,8 millions d'habitants, est connu pour son urbanisme sauvage, avec des maisons souvent construites sans permis. Alors que la COP25, conférence internationale pour le climat, s'ouvrira demain lundi à Madrid, des pays ont déjà adopté un certain nombre d'initiatives contre la pollution. C'est le cas de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Le Parlement a adopté en début d'année des mesures d'urgence pour combattre le désastre social constitué par la pollution de l'air qui a atteint des niveaux records dans le pays depuis janvier. Enquête. Le Parlement sud-coréen a voté en mars dernier des mesures d'urgence pour combattre le désastre social constitué par la pollution de l'air qui a atteint des niveaux records dans le pays au début du mois. Parmi ces mesures figure l'installation obligatoire de purificateurs d'air dans les écoles et les centres d'accueil de jour, ainsi que l'accès à un fonds d'urgence. La piètre qualité de l'air en Corée du Sud est devenue un problème politique grave en raison d'un mécontentement croissant de la population qui juge insuffisante l'action du gouvernement. De nombreux
sud-coréen incrimine la Chine et ses usines pour expliquer la pollution de l'air. Au total, 8 nouvelles lois ont été votées. Elles classent la pollution de l'air dans la catégorie désastre social, ce qui donne au gouvernement le droit de puiser dans des financements publics pour organiser la lutte contre ce phénomène. Les mesures adoptées prévoient également d'encourager l'achat de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, GPL, moins polluants que le diesel ou l'essence, et jusqu'alors réservé aux taxis, voitures de location et conducteurs handicapés. La Chine, où le charbon génère les 3/4 de l'énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie, est le plus grand pollueur du monde et suffoque régulièrement dans un air irrespirable. Le problème de la pollution de l'air n'est pas aussi grave en Corée du Sud qu'en Chine, mais la concentration de particules fines a augmenté ces dernières semaines. Le 5 mars, elle a atteint un niveau record à Séoul, ce qui a conduit le gouvernement à inciter la population à porter des masques, utiliser les transports publics et éviter la marche à l'extérieur. La Corée du Sud avait déjà adopté l'an dernier des mesures pour tenter d'améliorer la qualité de l'air, notamment la fermeture de 5 centrales à charbon vieillissantes. Retour en France où le département du Var a connu un deuxième week-end successif d'inondations. 2 hommes ont été emportés par les eaux à Fréjus et à Saint-Paul-en-Forêt, tandis qu'un accident d'hélicoptère a coûté la vie à 3 secouristes. Le Var et les Alpes-Maritimes sont repassés de vigilance rouge à orange. J'en viens à la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites qui aura lieu ce jeudi. La RATP et la SNCF ont dévoilé leurs prévisions de trafic. Les Franciliens doivent s'attendre à une journée noire dans les transports parisiens. On fait le point sur ce qui nous attend. Ce jeudi 5 décembre, il faut s'attendre à un mouvement de grève très suivi et très paralysant. À la SNCF, seulement 10% du trafic national sera assuré sur les trains, TGV, TER, Intercité, Ouigo, RER et Transilien, Thalys, Eurostar également. La grève du 5 décembre démarre ce mercredi 4 dès 19 h sur certaines lignes parisiennes, 3 lignes de Transilien et 2 lignes de RER. Jeudi, les bus, les noctiliens, les tramways et notamment les métros seront lourdement perturbés avec 11 lignes totalement fermées, 3 lignes lourdement perturbées et 2 lignes circulant normalement car automatique. Dans le détail, vous le voyez sur ce plan, les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12 et 13 seront totalement fermées. De grosses perturbations sont à prévoir sur la ligne 4 avec un train sur 3, la ligne 7 avec un train sur 4 uniquement aux heures de pointe, c'est-à-dire de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h. Et la ligne 9 prévoit, elle, une rame sur 4 entre Nation et Mairie de Montreuil uniquement aux heures de pointe. Seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement, tout comme la ligne Orlyval. Concernant les bus, un bus sur 3 est annoncé en moyenne. Du côté des tramways, c'est un tram sur 3 qui circulera sur les lignes T1, T2, T3, T3B et T5 de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h uniquement. Un tram sur 2 sur la ligne T6, 1 sur 3 sur les lignes T7 et T8, 2 sur 3 enfin sur le T4 et un tram sur 2 sur le T11 Express géré par la SNCF. Les usagers de la SNCF et de la RATP sont invités à reporter leur déplacement du jeudi 5 au dimanche 8 décembre. Certains syndicats des cheminots sont déterminés à prolonger le mouvement de grève contre la réforme des retraites jusqu'à Noël, disent-ils, si le gouvernement ne répond pas à leurs attentes. Durant la grève de la RATP, une quarantaine de partenaires de l'entreprise RATP proposent des services de mobilité complémentaires, VTC, vélo, trottinette, voitures en free floating, covoiturage, autopartage et parking, et des services hors mobilité, coworking, hôtellerie, consigne et transport de bagages. Parmi les entreprises partenaires, on trouve Wicar, Bird ou CityScoot. Cette grève s'accompagnera de grandes manifestations organisées ce jeudi dans toute la France. Ce scandale à présent frappant la prestigieuse université de médecine de Paris-Descartes, des corps légués à la science auraient été accueillis dans des conditions indignes à l'université, selon d'effroyables révélations de l'hebdomadaire L'Express. Un scandale majeur pour le président de l'Union française pour une médecine libre qui va déposer plainte. Mercredi, la faculté a annoncé la fermeture provisoire du centre. Le point sur les derniers éléments du dossier. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de fermer le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes dans le 6e arrondissement de la capitale. Des dépouilles léguées à la science y auraient été conservées dans des conditions indignes. Jusqu'en 2018, le lieu aurait conservé dans des conditions
lamentable, des milliers de dépouilles léguées à la science, décrivant un charnier au cœur de Paris et un scandale soigneusement caché par l'université et les pouvoirs publics, le journal L'Express évoque des cadavres nus, démembrés, pourrissant faute de chambres froides climatisées, des corps empilés les uns sur les autres, parfois rongés par les souris, des sacs poubelles débordant de morceaux de chair. Fin de citation. La situation aurait perduré des années, faute de moyens pour rénover les locaux, restés inchangés depuis la création du centre en 1953. Autre révélation de l'hebdomadaire, certains corps auraient été revendus, entiers ou démembrés, à des entreprises privées sans le consentement du défunt ou de ses proches, alors qu'ils sont censés être utilisés exclusivement pour la recherche médicale ou la formation des futurs médecins. Ce mardi après-midi, dans un communiqué, l'Université Paris-Descartes a tenu à présenter ses excuses aux familles des donneurs sur cette situation. La fac a aussi annoncé que le ministère de l'Enseignement supérieur avait ordonné la fermeture administrative provisoire du centre afin d'y mener une inspection pour établir la réalité des faits. Reconnaissant des installations vétustes après des décennies d'activité, l'université assure enfin que les travaux qui s'achèveront en 2024 ont déjà permis de rénover le centre afin d'accueillir et de conserver les corps dans les conditions de dignité et d'intégrité de la personne. Plus légèrement, à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être êtes-vous en train d'acheter votre sapin de Noël, naturel ou artificiel, Norman ou Épicéa, en ligne ou en magasin. Si votre achat de l'arbre de Noël est imminent, voici quelques conseils pour faire le meilleur choix possible. Acheter un sapin n'est pas forcément un casse-tête écolo. Sapin de Noël naturel ou artificiel, produit en France, doit-il être bio et comment le recycler? Toutes ces questions peuvent représenter un vrai casse-tête pour les consciences écolos. Vous saurez alors qu'un sapin artificiel doit être gardé 20 ans pour rivaliser avec le bilan carbone d'un sapin naturel, que si les plus beaux sapins viennent probablement du Danemark, nous avons aussi de très beaux arbres en provenance du Morvan ou de la Bretagne, ou encore qu'il existe bien des sapins de Noël bio élevés sans pesticides ou produits chimiques. Vaut-il mieux acheter son sapin de Noël en ligne ou en magasin? Les traditions, la vie dure et le choix de l'arbre est souvent un moment privilégié à passer en famille. Mais ces dernières années, grandes enseignes, jardineries, pépinières et sites spécialisés se sont lancés dans la vente en ligne. Le client est-il pour autant vraiment gagnant en achetant son sapin sur Internet? Commerce de proximité et vente en ligne s'affrontent, prix, charme, choix. Selon ces différents critères, le match est serré, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Peut-on acheter trop tôt son sapin de Noël? Les amoureux de Noël ont du mal à patienter jusqu'au réveillon pour acheter le précieux arbre qui illuminera leur salon. D'ailleurs, les Français achètent leur sapin de plus en plus en avance, souvent entre le 1er et le 9 décembre. Pour Vincent Huy, animateur de l'Association française du sapin de Noël naturel, cette avancée constante des dates d'achat des sapins est regrettable. Pour autant, en faisant attention à l'entretien de son arbre de Noël, il est tout à fait possible de l'acheter tout début décembre et de le faire tenir jusqu'au jour J. Comment faire alors pour que votre sapin garde ses épines? Si vous avez craqué et acheté votre sapin très tôt, vous avez peur qu'il ne tienne pas jusqu'à Noël. Heureusement, des scientifiques québécois se sont penchés sur la question et ils ont même réussi à doubler la durée de vie de leur sapin. Mais il faudra surtout respecter certaines règles, comme par exemple ne pas mettre trop de chauffage. Enfin, quelques idées pour faire un sapin de Noël sans en acheter un vrai. Si vous n'êtes pas convaincu par l'achat d'un vrai sapin de Noël, vous pouvez toujours le faire vous-même. Pour cela, quelques morceaux de bois mort, des stickers ou encore du carton devraient vous suffire, sans oublier évidemment vos plus jolies décorations de Noël. C'était comme sa deuxième maison, 2 ans après sa mort. Des projections d'extraits de concerts en hommage à Johnny Hallyday sont diffusées à l'Olympia ce dimanche 1er décembre. Au programme, 3 projections d'un film d'1h30 d'archives de Johnny et d'extraits de concerts, dont certaines sont des images inédites. Plusieurs costumes et guitares ayant appartenu au chanteur seront également exposés. Et bonne nouvelle pour ces fans qui ne peuvent venir à Paris, ce film sera diffusé simultanément à 20 h dans 150 salles de cinéma en France. Prix des billets à partir de 40 €. Et puis en sport, un mot de tennis pour vous dire que l'Espagne, qui évoluait à domicile à l'occasion de cette Coupe Davis 2019 organisée à Madrid, s'est montrée à la hauteur de son statut de favorite en dominant le Canada dimanche dernier en finale. 2 matchs ont suffi puisque Roberto Bautista Agut a d'abord dominé Félix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, avant que Rafael Nadal s'impose contre Denis Shapovalov en 2-7, 6-3, 7-6. Les Espagnols sont sacrés pour la 6e fois dans la compétition qui inaugurait cette année sa nouvelle formule.
Au cinéma, le premier long métrage de Lajli Noumet, Chaos debout, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que le thème de l'affrontement entre flics de banlieue et cité interdite ne donne ici lieu à aucun jugement. Le film s'intitule Les Misérables, il est en salle depuis quelques jours. À Montfermeil, dans le 93, la journée de 3 policiers de la BAC est bouleversée par le vol d'un lionceau appartenant à un cirque tenu par des gitans. Ils découvrent rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Le réalisateur Lajli s'initie une œuvre coup de poing sur la banlieue, brute, puissant et stylisé. Son film, prix du jury à Cannes, est interprété avec intensité. Et à la télévision cette semaine, la suite toujours aussi passionnante de la série événement de TF1 Le Bazar de la Charité, un nouveau numéro de Secrets d'Histoire consacré à Anne de France, ou encore un passionnant documentaire sur les secrets du château de Chambord. Ce lundi à 21h05 sur TF1, les épisodes 5 et 6 du Bazar de la Charité, avec Audrey Fleurot, Julie Debona et Camille Lou. Après la disparition de sa fille au parc, Marc-Antoine de Lanverpré comprend que sa femme, interprétée par Audrey Fleurot, n'est pas morte. Cette dernière, Adrienne, a été arrêtée par Rignon, le chef de la sûreté. Il essaye de comprendre pourquoi elle fuit son mari. Malgré quelques baisses de rythme, des épisodes palpitants vous attendent où la tension est à son comble. Ce lundi toujours à 21h05 sur France 3, cette fois-ci, un nouveau numéro de Secrets d'Histoire présenté par Stéphane Bern, consacré à Anne de France, ou l'honneur des Bourbons. À l'aube du XVIe siècle, Anne de France a joué un rôle déterminant dans l'histoire. À la fois régente du royaume et duchesse de Bourbon, la fille de Louis XI a connu en 60 ans 4 rois. Son principal fait d'armes fut le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Ce numéro prestigieux propose des reconstitutions d'excellente facture. Et mercredi soir à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24, un documentaire consacré aux secrets du château de Chambord. Ayant nécessité près de 220 000 tonnes de pierre pour être construit, le château de Chambord est un joyau architectural, doté de plus de 70 escaliers, 282 cheminées et 426 pièces. Le majestueux monument comporte son lot de mystères, l'identité de son architecte, l'influence du peintre florentin Léonard de Vinci dans sa conception, sa localisation au milieu de marais perdus au cœur de la forêt et même sa longévité car il a traversé le temps sans être endommagé depuis 1519. C'est à suivre, donc une belle page d'histoire mercredi soir sur RMC Découverte. Et pour notre photo de la semaine, direction les États-Unis, alors que les Américains ont fêté ce jeudi Thanksgiving, d'impressionnants bouchons se sont formés dès mardi soir à Los Angeles. Les routes complètement saturées ont permis de saisir ce cliché que voici. Pare-choc contre pare-choc sur 2 autoroutes à 6 voies. Des bouchons monstres se sont formés mardi soir à la sortie de Los Angeles, en Californie, à la veille du week-end de Thanksgiving que les Américains ont fêté ce jeudi. Des images diffusées par la télévision ABC News et recommandées par une personne qui m'est très chère et que j'embrasse affectueusement montrent ainsi une impressionnante file indienne de voitures dans la tentaculaire cité des Anges de nuit. Il s'agit de l'Interstate 405, l'une des principales autoroutes de Californie du Sud, considérée comme la plus embouteillée du pays et qui compte à cet endroit 2 fois 6 voies. D'autres routes annexes semblent également saturées, à en croire ces images de congestion automobile. Rien de vraiment étonnant lorsque l'on sait que Thanksgiving, traditionnellement célébré aux États-Unis le 4e jeudi de novembre, est l'une des plus importantes fêtes de l'année dans le pays. C'est en effet à cette occasion que les Américains voyagent le plus à travers le pays, que ce soit en voiture ou en avion, afin de se réunir en famille pour partager de grands repas et la fameuse dinde de Thanksgiving. En outre, les habitants de Los Angeles sont coutumiers des bouchons géants même hors période de fête. La ville a ainsi été la plus embouteillée du monde en 2017 devant Moscou et New York. Paris, elle, n'est arrivée qu'en 9e position. Lorraine, cette photo de la semaine est pour toi. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour notre grand angle qui sera consacré à Thanksgiving. Et dimanche prochain, bien sûr, pour le journal. Je vous souhaite une bonne semaine, armez-vous de patience jeudi pour la grève. Et à dimanche.